Bonjour Mourad. Bonjour. Toi, tu es l'un des commissaires de l'exposition Présence arabe, art moderne et décolonisation. Est-ce que tu pourrais juste, en premier lieu, nous définir le terme arabe? Alors, la définition du mot arabe, elle est assez complexe et elle est aussi source de tension. Et évidemment, c'est une catégorie aussi problématique. Problématique parce qu'on sait très bien que dans la plupart des pays dits arabes, il y a évidemment une culture et une civilisation pré-islamique aussi, évidemment. Donc il y a toujours, même dans le monde arabe, une forme de défiance envers ce terme. Mais par ailleurs, c'est le terme qui a gouverné aussi à la représentation de ces pays dans le contexte colonial. Donc c'est sûr et certain que l'utiliser dans le titre n'est pas forcément une manière de vouloir représenter tous les Arabes, c'est plutôt une manière de retourner un terme qui a pris certainement une connotation péjorative, voire même raciste. Pour nous, c'était aussi le caractère problématique et polémique du terme qui nous intéressait comme outil de compréhension d'une histoire coloniale. Mais une fois dans l'exposition, on a essayé de montrer au contraire toute la diversité et toute la multiplicité culturelle de ce monde arabe, effectivement, qu'on ne peut pas de toute façon homogénéiser et encadrer à travers un mot. Je crois que les œuvres exposées, elles couvrent une période allant de 1908 à 1988. Donc 1988 pour l'ouverture de l'Institut du monde arabe à Paris. Mais pourquoi 1908? À quoi correspond cette date? En fait, pour les repères historiques, il y a toujours plusieurs raisons. Donc 1908, c'est aussi bien l'arrivée de Khalil Gibran à Paris, où il va rester seulement 2 ans, mais qui aura beaucoup d'importance pour lui, parce que c'est à Paris aussi qu'il va, au-delà de se former à la peinture, rencontrer des figures du mouvement nationaliste arabe, qui existe depuis la fin du 19e. Et 1908, c'est aussi la fondation de l'école des beaux-arts du Caire, en Égypte, qui est la première école des beaux-arts fondée sur le modèle des beaux-arts à l'occidental, toujours dans le contexte colonial. Et ensuite, 1988, pour la fin de l'exposition, oui, c'est l'inauguration de l'Institut du monde arabe. Et c'est surtout la déclaration d'indépendance que fait Yasser Arafat pour la Palestine, mais depuis Alger. Et donc, c'était important aussi pour nous de marquer ce moment important qui, malheureusement, n'a pas abouti à la libération de la Palestine, puisque aujourd'hui, on est bien placé pour savoir qu'on est toujours dans la même tragédie vis-à-vis de la Palestine, mais c'est quand même important de marquer qu'en 88, Yasser Arafat accepte de déposer les armes pour entrer dans un processus de négociation et effectivement la solidarité algéro-palestinienne qui lui permet de faire cette déclaration d'indépendance depuis Alger. Je voudrais qu'on fasse un point d'arrêt sur Khalil Gibran. Comme je te le disais hors caméra, il y a très peu de personnes qui savent qu'il fait lire. Comment tu pourrais expliquer cette méconnaissance sur le sujet? Disons que Khalil Gibran, c'est vrai qu'il est plus connu comme poète et philosophe, et certainement que son œuvre poétique et philosophique a pris le dessus sur son œuvre picturale. Malgré tout, il a beaucoup peint, il a beaucoup dessiné, mais ses œuvres picturales et graphiques n'avaient pas la même capacité de circuler, évidemment. Oui. C'est évidemment beaucoup plus facile de circuler dans le monde ou d'exister dans le monde quand on est un écrivain, surtout à cette époque, parce que c'est plus facile de faire circuler un texte plutôt que des peintures et des dessins qui ont été surtout conservés au Liban, parce qu'il y a un musée Khalil Gibran au Liban. Et ici, on a la chance d'avoir ce tableau qu'il a peint vraisemblablement soit juste avant d'arriver à Paris, soit une fois arrivé à Paris, parce que c'est l'année de son arrivée, en 1908. Et ce qui est assez émouvant, c'est qu'il représente la femme qui lui a donné l'argent pour venir à Paris. C'était sa mécène. Voilà. À l'époque, il y avait, comme aujourd'hui, des mécènes, des amateurs qui accompagnent les artistes, qui soutiennent les artistes. Et donc, elle s'appelait Charlotte Teller. Il y a une correspondance entre Charlotte et Khalil qu'on peut retrouver. Il était entouré d'ailleurs de beaucoup de femmes, donc on peut retrouver ces correspondances avec plusieurs femmes, Marie Haskell, Charlotte Teller, et il avait plusieurs bienfaitrices comme ça, qui lui avaient permis de circuler dans le monde. Et ici, il la représente d'une manière assez allégorique à travers les 3 âges de la vie. Donc la même personne représentée à 3 moments différents de son évolution. Et à côté, on a les dessins qui montrent sa fascination pour Auguste Rodin, parce que c'est vrai que ces dessins de Khalil Gibran font beaucoup penser aux aquarelles et aux dessins de Rodin.
Et on sait qu'il a même eu la chance de le rencontrer donc, à Paris, et que Rodin a regardé aussi le travail de Gibran à cette époque. C'est dans le deuxième chapitre de l'exposition. Tu nous emmènes parce que... Voilà, qui s'appelle Adieu à l'orientalisme, parce que ça parle de l'émergence des avant-gardes, et notamment la connexion entre les avant-gardes égyptiennes ou méditerranéennes et les avant-gardes européennes. Et donc ici, effectivement, on a plusieurs œuvres de ce groupe des surréalistes égyptiens, donc Inji Eflatoun, Mayo, Fouad Kamel, par exemple, qui représentent deux femmes dans un bar, dans une ambiance qu'on imagine nocturne, complètement émancipée, c'est-à-dire qu'on voit des femmes qui sont habillées avec des robes très libérées, très modernes, elles ont leurs chaussures posées sur la table, avec leur whisky balancé comme ça avec leurs chaussures, et qui montrent en fait une vie électrique, quoi, une espèce d'émancipation. Ça répond aussi à cette idée de la Narda, hein, qui est d'une certaine manière l'aboutissement de tout un processus de sécularisation, de modernisation et de conversation aussi avec l'Occident d'une certaine manière, parce que là on pense beaucoup à Alexandrie en fait. Alexandrie était vraiment la capitale en fait de toute la Méditerranée dès la moitié du 19e siècle, hein, et quasiment jusqu'à la moitié du 20e siècle. Et il y a d'autres artistes comme Ramsès Younan qui sont très importants, notamment ce tableau assez incroyable, tout simplement parce que pour moi c'est vraiment un tableau qui va condenser quasiment tout le dialogue entre les surréalistes égyptiens et les surréalistes européens, notamment le groupe surréaliste mené par André Breton à Paris, etc., mais qui avait aussi des préoccupations pour se fédérer avec les surréalistes du monde entier. Et donc dans ce tableau, qui est de Ramsès Younan, qui était à la fois peintre, critique, philosophe, traducteur, en fait Ramsès Younan dénonce l'exposition de l'art dégénéré des nazis, qui était l'exposition à Munich en 1937, dans laquelle les nazis exposaient Picasso, Kandinsky et Paul Klee, mais pour les dénoncer comme des artistes psychopathes. Donc les nazis avaient aussi comme victime l'art moderne. L'art moderne était aussi une victime du nazisme, entre guillemets. Et donc ces artistes égyptiens comme Ramsès Younan vont se fédérer à travers un manifeste qui s'appelle « Vive l'art dégénéré ». Donc contre l'exposition de l'art dégénéré des nazis, ils appellent leur propre manifeste du surréalisme égyptien « Vive l'art dégénéré ». Donc c'est une espèce de déclaration de solidarité avec les avant-gardes européennes qui sont menacées par le nazisme. Et Ramsès Younan, quelques années plus tard, juste avant d'arriver à Paris, puisqu'il arrive à Paris en 1945, où il va rester jusqu'en 1956 à peu près, une dizaine d'années, peint ce tableau assez extraordinaire, dans lequel il intègre des œuvres de Picasso, La femme qui pleure de 1937, Les ruines ataviques de Dali, et évidemment cette double référence à Giorgio de Chirico, avec ici la mélancolie du poète de Chirico. Il manque juste la banane. Et donc en fait, on voit que les œuvres de ces artistes européens sont un peu comme jetées dans un espèce de cachot, ou un peu comme aux oubliettes, avec ces figures allégoriques, presque de cariatides, qui sont très paradoxales parce qu'on dirait des femmes statues, et en même temps on voit qu'elles ont leurs entrailles et leurs veines coupées. Donc ça c'est typique des surréalistes égyptiens qui avaient toujours un peu une dimension cauchemardesque, toujours une dimension très noire mais sarcastique chez les surréalistes égyptiens. Et donc finalement c'est comme s'ils reprenaient ce thème de l'art dégénéré et des artistes qui se sont fait jeter au cachot par les nazis, et donc ils créent cette composition allégorique en soutien avec les avant-gardes européennes, mais vue depuis le point de vue égyptien. Et en plus, l'année où il arrive à Paris, effectivement, et il va exposer dans des galeries comme la galerie Nina Dosset. Et malheureusement, il va connaître une fin assez tragique, puisqu'en 1956, il travaillait à la radio française, l'ORTF, et il a refusé de participer à la propagande anti-Nasser, quoi. Parce que c'est le moment de la crise du canal de Suez, la France se retourne contre Nasser, c'est la fin de l'amitié franco-égyptienne. Et du coup, Ramsès Younan, comme il refuse de participer à la diffusion des messages anti-nassériens à la radio française, il se fait carrément expulser de France. Moi, là, je voulais que tu nous parles de l'orientalisme et du contre-orientalisme très, très brièvement avec cette œuvre-là.
Oui, donc effectivement, on a la chance d'avoir plusieurs œuvres de Mahmoud Saïd, qui est le grand pionnier de l'art moderne en Égypte, et notamment de la réappropriation de l'orientalisme ou d'un certain orientalisme arabe. Donc notamment avec cette œuvre qui est un nu assez classique, en fait, qui peut même rappeler l'orientalisme occidental, des peintures de Ingres, etc., avec ce classicisme du nu de dos et aussi presque du stéréotype du harem qui est beaucoup exploité dans l'orientalisme occidental. Après, la notion de cadrage et aussi de définition du sujet fait que malgré tout ça se distingue quand même des compositions orientalistes occidentales, mais c'est fait d'une manière qui peut quand même plaire au goût orientaliste occidental, et c'est ça aussi qui a fait la renommée de Mahmoud Saïd, qui par ailleurs a des tableaux monumentaux au musée d'art moderne du Caire et au musée des beaux-arts d'Alexandrie, qui sont vraiment des tableaux d'histoire qui racontent l'émergence de l'indépendance en Égypte. Enfin, c'est vraiment le grand peintre de l'épopée moderne égyptienne, Mahmoud Saïd. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres œuvres de lui, et notamment la représentation d'une prostituée à Alexandrie dans les années 30. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on remarque assez clairement qu'il va défaire tous ces codes dont on vient de parler, y compris d'une certaine érotique orientaliste, parce que là, en fait, il nous montre une vraie travailleuse du sexe à Alexandrie dans les années 30, et on voit bien sûr que son accoutrement, son maquillage, sa manière de se présenter est très ostentatoire, presque provocante. On pourrait presque penser à certaines figures d'influenceuses du XXIe siècle plutôt que des années 30. Et donc du coup c'est très intéressant parce qu'il nous met là plus dans la société égyptienne des années 30 et il nous met face à une réalité. Donc la sexualisation de cette figure n'est plus tellement de l'ordre fantasmé, elle est de l'ordre d'un regard sur la réalité d'une société. Et on sait d'ailleurs que les surréalistes égyptiens comme Ramsès Yunan et autres dénonçaient la condition de la femme en Égypte et la prostitution dans des textes qui existent, qu'on a, notamment de Ramsès Yunan et d'autres surréalistes égyptiens, qui étaient aussi en dialogue avec Mahmoud Saïd. Et surtout, les surréalistes égyptiens avaient adoré ce tableau de Mahmoud Saïd, justement parce qu'ils le trouvaient très provoquant, et ils trouvaient que ça disait quelque chose en peinture qui n'avait jamais été montré de cette manière-là. Donc les surréalistes égyptiens avaient même demandé à Mahmoud Saïd d'exposer avec eux cette peinture. Et cette peinture représente le seul lien entre Mahmoud Saïd, qui n'avait pas de rapport avec les surréalistes, et le groupe des surréalistes égyptiens qui avait adoré ce tableau de Mahmoud Saïd pour son côté provoquant. Donc là, on est face à une installation qui est dédiée à l'artiste peintre et écrivaine Etel Adnan, avec une partie de son poème L'Arabe Apocalypse et des photographies de Fouad El Khoury. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, donc effectivement, j'avais toujours dans l'idée que le meilleur motif à la fois politique et poétique pour parler de toutes les guerres qui se sont déclenchées dans le monde arabe, notamment après la guerre de juin 67, la fameuse défaite contre Israël de l'Égypte et des pays du Proche-Orient, mais aussi le choc pétrolier de 73 qui d'une certaine manière va encourager plusieurs conflits comme la guerre Iran-Irak, bien sûr la guerre civile libanaise qui dure très longtemps malheureusement entre le début des années 70 et le milieu des années 90. Donc malheureusement il y a vraiment une répétition de la catastrophe. Finalement on pourra même remonter à la catastrophe originaire de la Nakba de 48. Et le poème de Etel Adnan qui s'appelle l'Apocalypse arabe et qu'elle publie à Paris en 1980, pour moi est vraiment le catalyseur de tous ces conflits, qui a à la fois exorcisé les conflits qui se sont produits depuis 67, puisque le poème a été publié en 80, et qui presque anticipe sur la continuité de ces conflits par la suite. Donc on a voulu non seulement donner une présence réelle à ce poème, donc sur ce mur on a un fragment, parce que le poème de l'Apocalypse arabe est assez long et fait de plusieurs fragments. Donc là c'est un fragment de ce poème qui est un poème très phonétique, qui est un poème dans lequel les mots s'entrechoquent. Donc c'est pas du tout un poème en prose ou avec des rimes, c'est vraiment plus une espèce d'explosion et de mots, de chiffres et même de dessins, comme on voit, parce que Etel faisait des petits dessins un peu nerveux, des espèces de cris graphiques qu'elle entremêlait à l'intérieur de ce magma de mots
qui exorcise à la fois la figure du fédaïn, du combattant palestinien, la figure du martyr, la mère qui a perdu ses enfants, mais qu'elle fait résonner aussi avec le paysage, tout ce langage très cosmique chez Etel Adnan. Et donc on a voulu le mettre en dialogue avec les photographies de Fouad El-Khoury, qui est cet immense photographe libanais, et qui a produit certainement une des représentations photographiques les plus incroyables de la guerre civile libanaise. Donc là, le corpus photographique qu'on voit, c'est vraiment le début de la guerre civile libanaise, en tout cas dans les années 70, donc les premières années de la guerre civile libanaise, où il nous montre la vie pendant la guerre, comment la vie quotidienne aussi, la vie quotidienne résiste d'une certaine manière à la guerre, la vie dans les ruines, et un sentiment paradoxal, bien sûr, de désolation et en même temps de volonté et d'espoir pour les différentes communautés libanaises de continuer à vivre ensemble malgré la guerre. Donc c'est vraiment des photographies très précieuses, et il se trouve que Fouad était très proche de Etel. Ils se dialoguaient beaucoup ensemble. Fouad El-Khoury a même fait une installation en hommage à Etel Adnan, où il mixe ses photos avec les poèmes d'Etel, qui s'appelle Le plus beau jour, que le Centre Pompidou a acheté d'ailleurs, donc qui peut être exposé parfois au Centre Pompidou. Et en fait, la voix qu'on entend, c'est donc la voix de Simone Fattal, qui était la compagne et l'éditrice de Etel Adnan, et qui nous a fait l'amitié de lire des passages de ce poème d'Apocalypse arabe. Donc en entrant dans cette pièce, on va avoir une sélection des leporello de Etel, c'est tous ces cahiers dans lesquels elle faisait de l'écriture et du dessin en même temps. Et on a aussi la voix donc, de Simone Fattal qui récite des passages de l'Apocalypse arabe en anglais, en français et en arabe, qui étaient les trois langues que Etel utilisait dans ses poèmes. C'est une carte dans laquelle on retrouve quasiment toutes les archives et les ressources de l'exposition, c'est-à-dire ce parcours à travers des lieux de formation, des lieux de rencontre, toutes les plateformes et les musées aussi qui ont accueilli les artistes arabes au XXe siècle sont recartographiés ici dans cette carte numérique où on peut cliquer pour savoir où était la galerie Charpentier, où avait exposé Ahmed Cherkaoui, Farid Belkaya, et on peut vraiment spatialiser toute cette histoire en fonction, encore une fois, de tous ces lieux où sont passés les artistes arabes au XXe siècle. Et donc ici, on a aussi le plaisir d'avoir une galerie de portraits, qui sont des portraits des écrivains arabes exilés à Paris dans les années 80. On retrouve, et qui sont de Fouad El-Khoury, ce grand photographe libanais. On retrouve effectivement Assia Djebar, Mahmoud Darwish, Albert Kosri, qui refusait d'avoir un appartement et qui vivait à l'hôtel de la Louisiane à Saint-Germain-des-Prés jusqu'à la fin de sa vie. Et beaucoup d'autres, Adonis, André Chédid, et puis là-bas, plus loin, justement, Kateb Yassine, Edmond Amran El-Maleh, Abdelkib El-Khatibi. Et donc c'est vraiment un témoignage aussi, même si notre exposition est d'abord une exposition de peinture et de sculpture, c'était important de marquer l'importance de la littérature arabe contemporaine à Paris. C'est évidemment, quasiment tous ces écrivains arabes ont été édités aux éditions Sinbad, dirigées par Farouk Mardambe depuis les années 90. Il les a quasiment tous rencontrés. Et c'est surtout tous des poètes et des écrivains que les artistes connaissaient. Beaucoup d'artistes de l'exposition faisaient des œuvres en référence aux poèmes et aux ouvrages de tous ces grands auteurs arabes. Merci beaucoup, Moulay. De rien, avec plaisir.